Mesdames, Messieurs, bonsoir. Voici les titres du journal. À une encablure de 1000 morts au Cameroun, le Covid-19 tue un peu plus. Ces dernières semaines, l'évaluation du gouvernement, c'était ce jeudi au tour du Premier ministre. Principale annonce de nouvelles mesures à découvrir en tête de ce journal. À Fleuret-Moucheté, la lutte contre la corruption ne porte pas de coup au Cameroun, malgré la multiplication des structures dédiées. Une résistance légendaire en débat ce jeudi au Parlement. Les propositions sont dans ce 20h30. Et puis à la vitesse grand V, la reprise sur le chantier du complexe sportif de Lembe. L'instruction ce jeudi du ministre des Sports en visite sur le site. Les moyens de la relance sont dans la page des sports de ce journal. Voilà pour les titres et développement après ce message. Je vous exhorte de nouveau à porter vos masques, à vous laver régulièrement les mains et à faire appel à un médecin ou à tout autre personnel de santé au cas où des symptômes apparaissent. C'est le seul moyen de préserver les vies et de freiner la propagation du virus. Bientôt 1000 morts, la barre psychologique des décès dus au Covid-19 est presque atteinte, selon des chiffres communiqués par le ministre Manaouda Malachi ce jeudi à la réunion interministérielle d'évaluation de la riposte gouvernementale contre la pandémie. Des chiffres qui révèlent également une grande détresse dans les familles, notamment dans la région du centre qui garde le plus fort taux de mortalité. Mais le gouvernement reste confiant. Le Premier ministre Joseph Dione Ngouté et les membres de cette instance rassurent tous quant à une plus grande disponibilité des tests et centre supplémentaire pour la prise en charge des malades, ajouté à la campagne de vaccination qui démarre dans 5 jours maintenant. Une batterie de mesures qui rassurent donc. Laurentine Bokono, à l'immeuble Étoile. Les dernières statistiques sur l'évolution de la pandémie du coronavirus sont de nature à donner la chair de poule. 919 décès à date contre 428 en décembre 2020. La situation est potentiellement critique. Qu'est-ce qui peut expliquer l'envolée prise par la pandémie? Certains parlent de la pénurie des tests pour soutenir les campagnes de proximité et à large spectre. Pour le moment, nous n'avons pas de pénurie de tests. Nous avons réceptionné les tests et nous sommes encore en capacité de tenir notre stratégie pour un certain temps. Qu'en est-il de l'aménagement des centres supplémentaires d'accueil des personnes infectées? Nous avons aménagé des centres dans la plupart des régions. Pour ce qui est de l'activation des points d'eau dans les espaces publics, l'instruction fait son bonhomme de chemin et la mesure est globalement respectée. L'instruction consistait à obtenir que un point de lavage des mains existe, que la distanciation physique dans la mise en place du dispositif utile pour pratiquer le commerce soit respectée. La réunion interministérielle d'évaluation de la stratégie gouvernementale de riposte au coronavirus s'est tenue 3 jours après le décès du secrétaire d'État auprès du ministre de la Santé publique chargé des épidémies et des pandémies et 1 mois après celui du ministre délégué auprès du ministre des Relations extérieures chargé des relations avec le monde islamique. D'où la minute de silence observée à l'ouverture des travaux. Arrêt à présent sur l'un des phénomènes les plus inquiétants observés au cours de cette pandémie. Ce sont ces cas de recontamination, la rechute des patients déjà guéris. Et il n'y a certes pas d'immunisation acquise après une première contagion soignée. Mais comment comprendre que ces sujets-là semblent les plus prédisposés à refaire la maladie? Question ce soir aux experts dans ce reportage de Agnès Solange à Bessolon. La recontamination au Covid-19 est rare mais possible. Certains chercheurs à Hong Kong, en effet, ont fait des études
qui pouvaient laisser penser que des patients ont été recontaminés après avoir été mis sous traitement. Environ 3 mois après ce premier épisode ont été retestés positifs. Un phénomène observé avec l'apparition des différents variants Covid-19. Mais cet événement a été associé à l'existence des différents variants. Donc on laisse supposer qu'il est possible effectivement de recontracter une variante différente du virus. À ce jour, les publications scientifiques ne montrent pas clairement une fréquence élevée de la recontamination chez les mêmes sujets. De plus, les spécialistes expliquent qu'on ne peut être recontaminé par le même variant 2 fois. Dans l'état de cause, être recontaminé par exactement le même génotype, ce n'est pas très évident. Et même certaines études nous montrent qu'il s'agirait plus des personnes âgées de plus de 65 ans. Et le Covid n'a pas fini de dévoiler ses secrets. Parlons diplomatie à présent avec les premiers contacts officiels du nouvel ambassadeur de Turquie au Cameroun après la présentation des copies figurées de ses lettres de créance au ministre des Relations extérieures. C'était la semaine dernière. Son Excellence Volkan Isikci évoquait ce jeudi les grandes lignes de sa mission au cours d'une audience accordée par le Premier ministre, chef du gouvernement. Je vous propose d'écouter ici ses premières impressions au sortir de l'immeuble Étoile. C'est dans une interview avec Laurentine Bokono. Je remercie son Excellence pour son accueil chaleureux. Ça fait moins d'un mois que je suis au Cameroun. La semaine passée, je viens de présenter la copie figurée de mes lettres de créance. Je commence petit à petit ma mission officielle ici. Avec son Excellence, on a passé en revue les potentiels qu'on peut développer entre les deux pays. Et dans ce contexte, on s'est mis d'accord pour intensifier les visites parce qu'on a déjà une coopération économique culturelle très importante. Et pour solidifier ça, il faudrait que les responsables se voient physiquement. Donc, on s'est mis d'accord sur une feuille de route pour accélérer à tous les niveaux des visites mutuelles dans les deux pays. La corruption en débat à l'Assemblée nationale, le phénomène endémique au Cameroun était discuté dans ses ramifications et dans ses solutions possibles au cours d'une séance plénière spéciale conduite par le premier vice-président Hilarion Eton. Invité sur ce grill, le président de la CONAC, le révérend Dieudonné Massigams. Ce qu'il faut retenir de ces débats avec Pulchéri Athé. Un peu plus de 4 heures, c'est la durée de cette séance plénière dédiée à la problématique de la corruption au Cameroun. L'état des lieux présenté par le président de la CONAC révèle de nombreuses avancées avec plus de 1652 milliards de francs CFA comme gains financiers cumulés de 2013 à 2017, des conventions ratifiées, des structures et des instruments mis en place, notamment le tribunal criminel spécial, le code pénal de 2016, le code des marchés de 2018. Malgré ce dispositif, des insuffisances persistent et plombent l'action de la CONAC. Le programme national d'éducation à l'intégrité, parce que ça c'est la première des marques qu'il faudrait absolument implémenter. Le président de la CONAC plaide entre autres pour l'adoption d'une loi anticorruption, le démembrement des structures de la CONAC dans les régions du Cameroun, l'octroi au cadre de la CONAC d'un statut d'officier de police judiciaire et surtout l'application de l'article 66 de la Constitution. Des propositions qui trouvent un écho favorable auprès des parlementaires. Et après cette plénière spéciale à l'Assemblée nationale, on pourrait dire que les débats se suivent et se ressemblent au Cameroun sur cette hydre qu'est la corruption, un véritable serpent de mer contre lequel les multiples structures créées ne semblent avoir aucun effet. Et face à cette résistance tenace de la corruption, les politiques et la société civile diversifient les propositions, des panacées et des ordonnances compilées ici par Rodrigue Bertrand. Unes et colonnes des journaux révèlent régulièrement des scandales de corruption au Cameroun. Aucune administration n'est épargnée, malgré les actions non négligeables de plusieurs organismes de lutte. La gangrène gagne du terrain. De l'avis des leaders politiques et de la société civile, le point de non-retour n'est pas encore franchi. Qu'on dote la CONAC de tous les moyens nécessaires pour lutter contre la corruption et rester en justice. Il faut à la fois des mesures préventives et des mesures curatives fortes. Le combat préventif consiste à l'application effective de l'article 66 de la Constitution.
Ibrahim Yiche, le coordonnateur du mouvement Naon, insiste lui aussi sur l'application de l'article 66 de la Constitution. Quant au leader du plus vieux parti politique au Cameroun, il explore d'autres pistes. La longévité dans certains procès de responsabilité, quand vous comparez les salaires que les gens touchent par rapport aux salaires des autres pays, ça laisse à désirer. Leaders politiques et de la société civile sont donc convaincus jusqu'à la moelle épinière que l'on peut tordre le cou à l'hydre de la corruption. Plutôt satisfaits, les membres du Conseil électoral de l'ECAM, après les élections régionales partielles réussies dans la Menois, région de l'Ouest. Ce sujet-là et d'autres encore étaient à l'ordre du jour de la première session ordinaire de ce Conseil ce jeudi, instance présidée par Eno Abrams Egbe. Retrouvons au Palais des Sports de Yaoundé Jean-Pierre Congé. Au-delà de l'examen et de la validation des états financiers de Elections Cameroun pour le compte de l'exercice 2020, la première session ordinaire de l'année 2021 du Conseil électoral de l'ECAM se veut surtout un moment pour la dite institution de fixer le cap à atteindre pour asseoir davantage la démocratie camerounaise. Accélérer le processus de professionnalisation et de modernisation de nos outils et partant de notre structure dans l'optique d'être en mesure de mieux répondre de manière compétitive et optimale aux exigences sans cesse croissantes de notre domaine d'activité. Les projets de formation des membres du Conseil électoral et des personnels se positionnent dès lors au sommet de notre échelle de priorité. Il est essentiel de valoriser davantage la coopération institutionnelle à travers les conventions de partenariat efficients et à grande valeur ajoutée. Au titre du rapport d'activité du premier trimestre 2021, le président du Conseil électoral s'est dit satisfait du travail abattu en matière de révision de liste électorale, avec près de 21 000 nouvelles inscriptions, dont plus de 16 500 jeunes et femmes. Autre motif de satisfaction, l'organisation sans anicroche dans la Menois. Eno Abrams Egbe a salué au passage le fair-play des différents acteurs. Allons dans la région du Sud-Ouest pour cette évaluation de la mise en œuvre des prescriptions du haut commandement sur le terrain. Évaluation conduite ce jeudi par le chef d'état-major des armées, le général de corps d'armée René-Claude Meka. Il a tenu une réunion avec les acteurs du poste de commandement du 21e bataillon d'infanterie motorisée. Retrouvons donc pour cette séance de travail à Boya, Roger Samaki-Poro. La réunion présidée par le chef d'état-major des armées au poste de commandement du 21e bataillon d'infanterie motorisée lui a permis d'évaluer le niveau d'exécution des missions prescrites par le haut commandement. La présente descente survient après d'importants événements que notre pays a connus sur le plan politique et sur le plan sportif. Pour le chef d'état-major des armées, la vigilance reste de mise en dépit du retour progressif à la normale sur le terrain. Je viens régulièrement sur le terrain pour m'enquérir des progrès que nous engrangeons dans la lutte contre l'insécurité d'une manière générale dans notre pays. Le général de corps d'armée René-Claude Meka était accompagné dans cette visite du chef d'état-major de l'armée de terre, le général de division Baba Soulé, du commandant du corps national des sapeurs-pompiers, le général de brigade Mahamat, et du directeur central de la coordination de la gendarmerie nationale, le général de brigade Daniel Elokobin Djok. La suite des mesures gouvernementales pour améliorer l'accès à l'électricité au Cameroun. On annonce pour bientôt une éclaircie dans les régions de l'Ouest et du Nord-Ouest. Les travaux de construction de la ligne de transport Konsamba-Bafoussam sont en effet exécutés à quelque 82,5%. Cette évaluation est du ministre de l'Eau et de l'Énergie en visite sur ce tracé, Gaston Elundo Somba, qui a précisé que cette ligne de transport va intensifier le courant de 90 000 à 225 000 volts pour amener la fin des baisses de tension dans l'ouest et le nord-ouest Cameroun. Lucrèce Mbenga.
Aux prises avec les travaux de montage et de serrage des pylônes, ces ouvriers construisent la ligne de transport d'électricité Kansamba-Bafoussam. Ici à Bari-Bakem dans le Mungo, des pylônes se dressent déjà fièrement. Et c'est de bon augure pour les populations de l'ouest et du nord-ouest dont les activités tournent au ralenti, faute de tension électrique adéquate. La ligne qui est de moindre capacité aujourd'hui, parce que c'est une ligne de 90 000 volts. Le gouvernement a donc décidé d'amener une tension beaucoup plus importante, soit 225 000 volts dans la région de l'Ouest. Les problèmes auxquels on est confronté dans les villes comme Fumban deviendront sous peu un triste souvenir. Le maître d'ouvrage peut se risquer à donner des délais. Les travaux avancent plutôt bien. Il y a la fourniture et il y a les travaux proprement dits sur site. Alors la compilation de tout cet ensemble nous donne aujourd'hui pour le côté de Kansamba Bafoussam 82,5% de taux de réalisation. La ligne sera mise en service à la fin de cette année. Cette éclaircie est très attendue par les populations de l'Ouest et du Nord-Ouest. Parlons à présent de la protection sociale pour les travailleurs du secteur informel en Afrique. Le sujet était en débat ce jeudi au cours d'une visioconférence organisée par l'OIT, l'Organisation internationale du travail. La vision et les politiques publiques déployées par le Cameroun étaient présentées par le ministre du Travail et de la Sécurité sociale à l'occasion. Grégoire Oona a donc fait le point pour ses interlocuteurs. Le point de ces travaux, la synthèse avec Alvin Giselze. Le droit à la sécurité sociale et à un niveau de vie décent n'est pas le propre de toutes les couches sociales. Les travailleurs du secteur informel ont longtemps été exclus du régime général de la sécurité sociale. Près de 90% de la population active évolue dans le monde informel, c'est que le marché est encore vaste. Le système d'assurance volontaire, initié par la Caisse nationale de prévoyance sociale, est déjà en soi une amorce de solution au problème. Les travailleurs du monde informel adhèrent très peu. Des études sont en train d'être faites pour voir comment intégrer et comment faire adhérer ces populations à cette assurance. Le dialogue régional pour étendre la couverture de la protection sociale à l'économie informelle, initié par l'OIT, vise à affiner les stratégies pour l'Afrique. L'objectif à terme est de réduire l'exclusion et les inégalités tout en renforçant la stabilité politique et la cohésion sociale. Les deux ministres des petites et moyennes entreprises et de la jeunesse ensemble hier mercredi à Yaoundé pour la remise des appuis financiers à une vingtaine de jeunes entrepreneurs. L'enveloppe de 50 millions est un accompagnement de l'Agence de promotion des PME à travers les fonds d'appui dits Proto 2000. Explication et bilan de la phase pilote de ce projet avec Joël Igor Abanda. Cette cérémonie de restitution des prototypes du fonds Proto 2020 concerne 20 jeunes entrepreneurs âgés de moins de 35 ans venus du territoire national et de la diaspora. Ils étaient au départ 1100 candidats. Je suis aujourd'hui porteur du projet 20 Bibi à base de pastèque, 20 blancs de table. Placé sous le haut patronage du chef de l'État Paul Biya, le fonds Proto compte déjà 19 prototypes finalisés. Le fonds Proto participe de la matérialisation de la volonté du chef de l'État d'accompagner des jeunes porteurs d'idées innovantes au développement des prototypes, afin que ces prototypes effectivement puissent répondre à des besoins en termes de biens, en termes de services pour les consommateurs. Les ministres des petites et moyennes entreprises, de l'économie et de l'artisanat et le ministre de la jeunesse et de l'éducation civique procèdent ainsi à la remise des équipements et des attestations aux 36 entrepreneurs innovants primés au cours de la toute première édition du fonds d'appui au prototypage 2020. De nombreux acquis dans l'escarcelle pour le développement durable des collectivités territoriales décentralisées au Cameroun. La deuxième édition du Forum Africa Workshop vient de se refermer. L'offre de partenariat de l'organisation espagnole 100 villes pour la paix a été plutôt favorablement accueillie par les mairies camerounaises. Voici la cérémonie de clôture de cet événement. C'est un reportage de Christelle Fouda.
Clap de fin réussi pour la deuxième édition de Workshop Africa 2021. La diversification des liens de coopération décentralisés entre le Cameroun et l'Espagne est consacrée à l'issue des 2 jours d'échange. Il fallait qu'en dehors des services des sociétés de coopération habituelles connues, les Français, les Anglais et les Allemands, qu'on introduise au Cameroun une nouvelle société qu'on appelle 100 villes pour la paix pour le développement de nos pays. Donc ce que je retiens, c'est qu'ils sont prêts à nous écouter, qu'ils ne veulent pas sur un projet s'attarder, 2 ans maximum, et ils vous lâchent, ils vous donnent votre projet. Maires, parlementaires, acteurs du secteur privé et de la société civile, à l'initiative du Centre de coopération interculturelle pour la femme africaine CODAF, ont pu tracer des chemins possibles du jumelage des villes camerounaises et espagnoles. Rendez-vous a été pris pour la 3e édition de Workshop Africa, prévue en 2022 à Barcelone. Malgré nos efforts, le Covid-19 a endeuillé de nombreuses familles et provoqué de graves difficultés dans le fonctionnement de notre économie et de notre société. Le coronavirus avance, battant en brèche de nombreuses idées comme cette vérité-ci qui voulait que les enfants ne soient pas des personnes à risque. C'est totalement faux aujourd'hui. Les enfants sont atteints et ils sont aussi testés positifs au Covid-19. Le compteur affiche d'ailleurs des centaines d'enfants contaminés au cours de la toute première année de cette riposte gouvernementale. Nous faisons ce bilan ce soir avec Évariste Eyenga et son invité qui sont déjà au centre des opérations des urgences de santé publique à Messa. Bonsoir Évariste. Enfants en une année, on essaye de revisiter donc cette lutte et les enfants au Cameroun. Notre invité ce soir, c'est le docteur Belinga Sandrine. Docteur, bonsoir. Bonsoir Évariste. Vous qui êtes de chef section planification ici au COUPS, dites, quelles sont les tranches d'âge qui ont été les plus affectées en un an de lutte? Merci Évariste pour la question. Rendu au 1er avril 2021, les enfants représentaient 3,62% de personnes atteintes. Et de cette proportion, plus de la moitié étaient âgés de 10 à 14 ans, soit 53%, et 26% environ âgés de 5 à 9 ans. On les croyait au départ tous sujets moins à risque. Avec les mutations dues à la crise, est-ce que c'est toujours le cas? Il faut dire que les enfants n'ont jamais été exempts de faire la maladie. Cependant, ils sont moins à risque de développer des formes sévères, et c'est toujours le cas à ce jour, car ils représentent une très faible proportion de personnes atteintes ayant des comorbidités, soit environ 1%. Merci à vous, on a bien noté cela. Docteur Sandrine Belinga, les enfants, ils peuvent bien porter la maladie, ne développent presque pas les formes sévères. En revanche, ils peuvent transmettre, voilà pourquoi eux aussi sont astreints à observer les mesures barrières. Merci Évariste. Parlons encore nécrologie avec l'arrivée à Douala de la dépouille mortelle du grand patron de l'immobilier. Pascal Monkam est donc au Cameroun, accueil à la base aérienne 201 de Douala par le gouverneur Samuel Dieudonné Iva Diboua. Les obsèques officielles décidées par le président de la République en l'honneur de cet homme d'affaires décédé en Afrique du Sud débutent donc ainsi ce jeudi. L'enterrement suivra ce week-end à Bakassa, dans la région de l'Ouest. À l'étape de Douala, voici le récit de Léon Bertrand Tanefo. L'ultime retour au pays natal du patriarche Pascal Monkam, malgré la douleur qui étreint les cœurs, les fils, les amis et connaissances, ainsi que le représentant de l'État, sont venus l'accueillir à la base aérienne 201 de Douala. Le bâtisseur discret a tiré sa révérence à 91 ans en Afrique du Sud. C'est véritablement un bâtisseur qui s'en va. Et je tiens à dire que je l'ai vu soutenir les institutions dans une discrétion totale.
et véritablement quelqu'un qui avait de l'amour pour ce pays. Devant et loin du défunt, la douleur de la perte se joint à l'abondance des souvenirs. Les obsèques officielles du patriarche Nza Mankam Nyossi, Monkam Pascal, auront lieu ce samedi à Bakassa, dans le Onkam, région de l'Ouest. L'Institut africain d'informatique célèbre ce marqueur. 350 000 personnes déjà formées par l'IAI Cameroun. Un exploit salué le 3 avril au cours du Festival culturel du peuple balévin. C'est dans la Ménois, région de l'Ouest. L'invité spécial de ce festival, c'était le résident de l'IAI, Armand Claude Abanda. Il a été fait notable de la Ménois et encourage plus de personnes encore à sortir de l'illettrisme technologique. Des mots du représentant résident de l'IAI que reprend ici Michel Renaud Oranja. En organisant son festival culturel, le peuple balévin a voulu faire découvrir son riche patrimoine. Au cours du dit festival, nombreux apprenants ayant été formés au TIC ont reçu leurs attestations de fin de formation. Une promotion ayant pour marraine Marthe Ditak. Je voudrais en conséquence remercier une fois de plus le représentant résident, M. Armand Claude Abanda. Comme invité à ce festival, Armand Claude Abanda, le représentant résident de l'IAI, a été fait notable de cette communauté. Avec la distanciation que promeut les gouvernements africains aujourd'hui, il faut donc que nos jeunes de population se forment. Cette reconnaissance matérialise davantage joué par l'information des masses. La CRTV, vitrine des écrans noirs. Le directeur général de l'office, Charles Ndongo, a signé ce jeudi une convention de 3 ans avec le délégué général des écrans noirs, Basek Bakobio. La convention signée ici au centre de production de la CRTV à Mbala 2 concerne entre autres la promotion et la vulgarisation par la CRTV des films d'Afrique centrale. Ainsi donc, les productions les plus récentes distinguées lors des derniers festivals écrans noirs seront bientôt disponibles pour vous sur votre petit écran. Le compte rendu de cette signature, Adèle Sylviane Kalga. Le cinéma va encore crever les écrans de la télévision nationale. La signature de la convention entre la CRTV et Écran Noir lève le rideau sur un partenariat destiné à enrichir les deux parties. Nous recevons beaucoup de la CRTV, nous recevons les possibilités de promotion, de communication et même les possibilités d'appui technique de la part de la CRTV. Ce que nous proposons, c'est des contenus, c'est des programmes. Par cet échange de parapheurs, le partenariat est acté. Le directeur général Charles Ndongo salue les avancées destinées à mettre en lumière les films du continent. La production camerounaise est devenue une production de qualité. C'est pour cela que nous avons cette année réalisé le coffret de 7 films camerounais. La convention triennale propose aussi de donner plus de couleurs à l'écran à travers la mise à disposition des films dont les 25 des dernières années et un coffret de 7 meilleurs autres sélectionnés lors de la dernière édition du festival Écran Noir. Cet arrimage sur la même fréquence CRTV Écran Noir est un gage de succès pour les acteurs. Un autre accord qui porte celui-là sur la promotion des valeurs et des vertus du sport. L'accord lie désormais l'université de Ngaoundéré et le comité national olympique et sportif du Cameroun. Un accord conclu récemment entre le recteur Oufé Shinge-Melo et le président du Comité national olympique et sportif, le colonel Ahmad Kalkaba Malboum. Nous retrouvons à Ngaoundéré Salomon Kankili. La vulgarisation des valeurs sportives et olympiques, c'est désormais un objectif commun pour l'université de Ngaoundéré et le comité national olympique et sportif du Cameroun. Les deux parties se sont récemment accordées là-dessus. Indépendamment des différentes offres de formation que nous avons un département d'éducation physique
de santé et des loisirs. L'objectif consiste à former les préparateurs, les coachs, les entraîneurs, les éducateurs dans le domaine du sport et des loisirs. Par-delà le volet formation, la convention paraphée à Yaoundé par le recteur, professeur Oufié Tindie et le colonel Kalkaba Malboum prévoit également le développement d'infrastructures sur le campus de Dan. Concrètement, le Comité national olympique et sportif camerounais, pour ce qui est de l'université de Ngaoundé, va implémenter un centre d'études olympiques à l'université de Ngaoundé dans très peu de temps. L'université de Ngaoundéré se prépare à accueillir les prochains Jeux universitaires. L'accord signé avec le Comité national olympique ne pouvait pas mieux tomber. Et nous continuons avec le sport et en perspective la CAN 2021 qui se profile à l'horizon. Et cette grande nouvelle, les travaux du complexe d'Olembe vont reprendre et même s'accélérer. Fini donc l'épisode de ralentissement. En visite sur le site ce jeudi, le ministre des Sports a annoncé une solution imminente au problème de financement de ce chantier. Le professeur Narcisse Moelle-Kambi qui appelle à une remobilisation rapide des effectifs et des ouvriers et des sous-traitants sur le site et sur les pas du ministre Évariste Yenga. C'est un frémissement, celui d'une rentrée des classes pour l'Olembe. En construction, les travaux doivent reprendre. C'est la recommandation de remobilisation tous azimuts et massif des effectifs sur le chantier et sur les différents corps de métier. Un nouveau délai de livraison a été publié, novembre 2021. Le stade principal est à plus de 87%, donc oui, nous sommes confiants et nous allons pouvoir prendre un dynamisme beaucoup plus fort et pouvoir arriver bien avant le mois de novembre à l'accomplissement. Les financements ordonnés par le chef de l'État le 16 février dernier sont en cours. La recherche des solutions est sur la bonne voie. Et cela nous engage donc à remettre sur les rails un dispositif de remobilisation. Entre-temps, la pelouse est en phase d'entretien. Le revêtement extérieur de la toiture a commencé. 10 696 pièces appelées pots de pangolin seront fixées pendant 35 semaines, 7 mois, si une nouvelle interruption est évitée. Si le stade est livré en novembre, la construction des autres structures du complexe va se poursuivre. Et les échéances sportives, les grandes approches, la CAN c'est en janvier 2020. On annonce également bientôt les qualifications pour la Coupe du Monde Qatar 2022. Le match c'est cette semaine. Nous sommes d'ailleurs impliqués déjà sur place en Turquie où les Lions sont là-bas pour d'autres qualifications pour les Jeux Olympiques. Mais on note sur tous ces fronts le désamour entre les joueurs internationaux et l'équipe nationale ou les équipes nationales. Ils boudent généralement les sélections locales et font la politique de la chaise vide. L'enquête du soir s'arrête sur 4 figures de proue. 4 joueurs ce soir, Nicolas Nkoulou, Joël Matip, Jean-Pierre Nsamé et Youssoufa Moukoki. Quelles sont donc leurs raisons pour cette bouderie? Que faut-il pour les convaincre? Tentative de réponse avec Évariste Yenga. Il n'a pas encore été convoqué au sein des Lions indomptables. Youssoufa Moukoko, attaquant de 16 ans, auteur de 3 buts avec Dortmund en Bundesliga. Tony Conceição a entamé une négociation restée lettre morte. Il est allemand dans l'esprit puisqu'il arrive en Allemagne très jeune, donc il a grandi là-bas, il joue au foot allemand, donc c'est la Mannschaft qui est premièrement dans sa tête. Nicolas Nkoulou est ancien capitaine des Lions indomptables à la retraite internationale. Son retour éventuel n'est possible que sous condition. Il va forcément exiger un poste de titulaire et lorsqu'on regarde l'establishment actuel avec Ngande, Harold Moukoudi et bien d'autres qui entre-temps ont eu à cimenter leur place, il sera difficile pour lui de revenir. Jean-Pierre Nsamé, champion de Suisse et meilleur buteur de Young Boys, évite de s'exprimer. Mais plusieurs redoutent la concurrence à la ligne d'attaque.
Vous avez quand même Toko, Aboubakar, Bassogok, Baoken, Choupo-Moting. Il a compris que, quels que soient les cas, il serait difficile pour lui d'être titulaire dans cette équipe. Joël Matip préférerait une tanière encadrée de manière professionnelle. Pour Matip, je crois qu'il y a une négociation qui est menée par le ministre actuel des Sports. À chacun ses raisons, mais la négociation est l'unique solution. Seulement, le choix des négociateurs ne doit pas se faire dans la dentelle. Un chiffre à retenir avant de refermer ce journal. On a perdu au Cameroun 919 personnes du fait du Covid-19. Faites attention à vous, prenez soin de vous. La fin du 20h30 donc, le journal était préparé avec la collaboration de Marlise Zeno-Ambarga à Oumou et de Augusta Ngononga. Vous aurez d'autres informations à minuit. Un journal présenté par Sadou Mamoudou et Elvis Teke. Pour les éditions du 20h30 du week-end, dès demain, vous serez en compagnie de Karine Olive Yabit. Je vous souhaite d'avance un excellent week-end et très belle soirée sur la CRTV et à Je vous exhorte de nouveau à porter vos masques, à vous laver régulièrement les mains et à faire appel à un médecin ou à tout autre personnel de santé au cas où des symptômes apparaissent. C'est le seul moyen de préserver les vies et de freiner la propagation du virus.